We're resuming without any break. I should just explain, if I could have your attention, I should just explain that the respondent, Laurent Bove, is not here physically, but will be here metaphysically. And Charles Ramon will read his paper for him. So now I ask Stephen Barbone to proceed with his paper. Avant que je ne commence, il y a des choses que je dois dire. Primo, je vous remercie les organisateurs. Merci bien pour une telle belle conférence. Je remercie Laurent Bove qui a traduit mon franglais en belle française. Tout ce qui est bien dit, c'est grâce à lui. Tout ce qui est dit mof, c'est à moi. Je vous tous prie de pardonner mon accent, les mots que j'ai mal dit. Mon intervention est très courte, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de temps pour vos questions, vos commentaires. Voilà, je commence. Grâce aux études françaises nombreuses, détaillées et approfondies sur Spinoza, ici, parmi nous, tous les philosophes connaissent bien les noms des spinozistes français les plus importants. Martial Gouraud, Alexandre Matheron, Louis Malthusser, Pierre Macharet, comme aussi les noms de tous qui sont présents avec nous aujourd'hui. Étienne Balibar, demain, Pierre-François Moreau, Chantal Jaquet, Charles Ramon, Pascal Savarac, Jacques Legré et les autres. C'est vrai que nous sommes très chanceux d'être ici parmi les stars du spinozisme, les stars français, les stars nord-américaines, et moi, mais les stars quand même. Vous. Mais je dis bien qu'ici, nous tous connaissons, car dans les autres lieux, aux États-Unis par exemple, les plus grandes parties de ces noms-là ne sont guère identifiables, surtout aux pays monolinguistiques qui sont effectivement les États-Unis. Il y a cependant des exceptions, mais pour des autres qui sont connus, plutôt pour ces ouvrages qui ne se concernent pas directement Spinoza. Par exemple, Louis Matheron est très apprécié pour ses travaux sur le marxisme et non pour son spinozisme, même s'il a déclaré « Nous avons été spinozistes ». Mais attention au temps des verbes. Nous avons été spinozistes, non pas nous les sommes aujourd'hui. Presque personne, non plus aux États-Unis, ne pense à Gilles Deleuze, fils de Paris VIII. En fonction de Spinoza, malgré ses études, Spinoza, philosophie pratique, et Spinoza et le problème de l'expression. On se souvient plutôt de son empiricisme transcendantal et de ses pensées sur la différence et sur la répétition. C'est Étienne Balibar qui a un poste à l'Université de Californie à Irvine, qui est, selon moi, aux États-Unis les plus connus des chercheurs spinozistes françaises, car son livre « Spinoza et la politique » est traduit en anglais depuis 1998. Et aussi, il est bien connu pour plusieurs autres essais également traduits en anglais. Cependant, Étienne Balibar est plus généralement identifié chez nous avec son ancien maître, Louis Althusser, en tant qu'un penseur marxiste et non pas en tant que spinoziste. Parmi les commentateurs français qui sont reconnus comme spinozistes, leurs travaux sont effacés ou rendus difficilement accessibles du fait du voile du monolinguisme. C'est pour cela, malgré sa contribution monumentale pour ses études spinozistes, même les ouvrages de Pierre-François Moreau ne sont guère connus aux États-Unis,
Sauf pour quelques recherches qui ont été traduites en anglais, ils font partie ainsi des parties de quelques anthologies que nous possédons. Et les travaux d'Alexandre Matheron ont subi un même destin avec quelques traductions de ses articles, essentiellement ses études connues et par ses publications dans les anthologies. Nos premières constatations des petits nombres de traductions et des diffusions des commentateurs français de Spinoza ne veut pas dire que les pensées spinozistes français restent inconnues chez les monolinguistes anglophones. Elle est en réalité bien là et elle ne s'en cache pas, mais elle reste cependant plutôt en retraite. Et c'est de manière implicite que, quand même, elle informe et même qu'elle rend possible la formulation d'importantes questions qui se posent à propos de Spinoza, les chercheurs américains. Mais retournons-nous d'abord vers le passé. Selon Lorenzo Vincingera, malgré quelques études approfondies, par exemple celles de Delbo, Lagneau, Alain, Birchbank et Lacherere, l'intérêt sur Spinoza n'existait guère avant les années 60, ni en France, ni aux États-Unis. Pendant la première moitié du siècle dernier, c'était plutôt l'existentialisme qui était à la mode en France et le positivisme logique aux États-Unis. Et Spinoza n'avait pratiquement aucune place dans les deux pays. Tout a changé vers la fin des années 60 avec les deux grands livres sur les parties 1 et 2 de l'éthique par Martial Guéraud, mais aussi, comme l'a dit Pierre-François Moreau, avec le livre le plus remarquable d'Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza. L'existence de ce livre, largement ignoré par les anglophones, a conduit Louis Althusser d'abandonner son projet au cours de l'ENS Ulm sur Spinoza en 1972 pour un autre cours sur Jean-Jacques Rousseau, car, selon Ted Stolze, a déclaré Althusser, l'étude matheronienne a déjà dit tout qu'on pourrait dire sur Spinoza. Ce grand livre d'Alexandre Matheron peut être le plus grand commentaire de la philosophie de Spinoza, a ouvert de nombreuses études sur le problème de l'individuation chez Spinoza et la priorité, ou du primat, de l'État sur ces sujets. À propos de cette dernière importante question, je pense explicitement aux grains qui étaient semés dans la terre américaine. Ces grains ont déjà produit leurs fruits dans la pensée américaine, et à vous à décider si ces fruits sont bons. À moi, oui, j'y crois qu'ils sont bons. Laurent Bove avait raison quand il a remarqué que l'œuvre de Matheron a provoqué une double bifurcation. En ce qui concerne d'abord la rupture opérée par Spinoza lui-même au sein de la philosophie moderne, mais aussi une autre rupture, celle que la rupture matheronienne a provoquée dans l'histoire contemporaine de la philosophie après 1968. Je voudrais parler, quant à moi ici, d'une autre bifurcation encore qui trouve ses origines dans la lecture matheronienne, celle qu'elle provoque la question suivante. Spinoza, donne-t-il à lire une philosophie de l'individu ou une philosophie de la communauté? Métaphysiquement, même politiquement, quelle est la priorité des termes individu ou communauté? Comment caractériser la lecture que nous qualifions exactement ça, merci, des communautaires de Spinoza? C'est ça qui explique une étude de Ted Stolze. Celui-ci a écrit « Les marxistes anglophones ne sont guère intéressés au travail du philosophe français Alexandre Matheron, dont le livre Individu et communauté chez Spinoza en
1969 est largement considéré comme un phare de recherche sur Spinoza. Pourtant, le livre de Matheron est aussi une intervention marxiste dans l'histoire de la philosophie. Fin de citation. La lecture de Spinoza par Matheron peut être, en effet, qualifiée de marxiste au sens d'elle voit dans la philosophie spinoziste la définition d'un but collectif. Pour ce but collectif, Spinoza aurait ainsi écrit une politique du troisième genre. Cela signifie qu'il y a donc, pour les individus humains, une vie collective qui existe au-delà de l'empirium. Et de la même manière, dans cette communauté d'obédience marxiste, les individus partagent tout en ce qui concerne le bien matériel. Il en va de même pour l'esprit. Dans cette communauté, les individus partagent donc un seul esprit. Comme l'a écrit Stolzi, en citant Matheron, la finalité de cette communauté est ainsi de donner une pleine satisfaction à notre conatus individuel et interhumain, en dépassant toutes les aliénations et toutes les divergences, en ce qui produit une actualisation de moi dans la lucidité la plus parfaite, est ainsi une actualisation de nous dans les plus parfaites des communions. Fin de sa citation. Si l'on suit le commentaire qui fait Stolzi de Matheron, on comprend alors que cette lecture particulière de Matheron place la communauté au-dessus de l'individu qui ne reste plus alors qu'un moyen pour une fin. Le moi n'existe que pour le nous qui se perfectionne autant que les individus se perfectionnent. La lecture de Stolzi est donc caractéristique de l'interprétation communautaire que l'on a pu faire aux États-Unis au livre d'Alexandre Matheron. Mais ce n'est pas la seule lecture de ce livre. Il y a des autres chercheurs qui voient, bien au contraire, une priorité de l'individu sur la communauté, à partir aussi de la lecture du livre de Matheron. C'est en effet à partir de cette lecture de l'individu et communauté que Lee Rice, de Marquette Université, a enseigné cette seconde perspective dans son cercle de chercheurs. Sa lecture tourne autour d'un point fixe, celui de la puissance de l'individu. C'est un élève de Lee Rice, Douglas Denial, qui a posé cette affirmation de l'individu face à la communauté politique quand il a publié son œuvre Power, State and Freedom, an interpretation of Spinoza's political philosophy, en 1983. C'est dans ce livre qu'il a soutenu la prima de l'individu sur la communauté en soulignant que Spinoza lui-même était un individualiste méthodologique. Il y a, dit-il, que les individus en tant que citoyens et l'État n'est qu'une condition faite pour leur salut. La communauté n'est donc pas quelque chose d'organique, mais simplement l'organisation effective de la puissance individuelle. Selon Denial, pour Spinoza, la société n'est qu'un processus dynamique, une activité continue des individus, c'est-à-dire les gens qui la composent, et de leurs interactions. Il n'y a donc pas plus ou aucune chose que la relation et la connexion entre les actions des individuels qui sont des pouvoirs en soi. La communauté n'est rien donc une autre que les citoyens eux-mêmes, et donc les commandements communautaires concernent l'ensemble des actes sociaux. Et les commandements de la communauté ne sont donc eux-mêmes soutenus que par les forces individuelles des citoyens. En dernière analyse, il faut dire que c'est bien la personne individuelle qui est la plus importante. Lee Rice a suivi ce fil conducteur matheronien de la puissance d'agir avec ses études sur le nominalisme. Rice voit alors en Spinoza une métaphysique
est droitement nominaliste pour lequel il n'y a que des individus discrets. On pourrait aussi penser à la théorie des ensembles pour expliquer comment on parle des chiens, des choses, des hommes, etc. Ceux-ci ne portent que des noms, des ensembles, des groupes de choses individuelles qui sont rassemblés. Je suis, moi-même aussi, un élève de Lee Rice. En 2002, j'ai reposé à nouveau la question « Qu'est-ce que c'est un individu chez Spinoza ?» Dans ce travail, je suggère que l'État politique n'est pas un individu, au sens spinoziste, mais seulement un end rationis. Ensemble, en 2005, avec Lee Rice, nous avons poursuivi cette réflexion sur le rapport entre l'individu et l'État, et nous avons à nouveau définitivement conclu que l'État politique n'est pas un individu, mais seulement un moyen ou un outil par lequel les gens peuvent se conserver. L'État existe pour les citoyens et non pour les citoyens pour l'État. Cette lecture de Spinoza a été possible grâce au travail d'Alexandre Matheron sur la puissance des individus. Il se pourrait bien aussi que cette lecture soit également opératoire dans le cas où nous serions intéressés par les grandes questions métaphysiques. On peut cependant se demander si Matheron lui-même serait d'accord avec notre lecture, et la réponse est définitivement non. Dans une lecture qu'il m'a envoyée après l'apparition de notre article dans le livre des hommages, Architecture des raisons, mélange offert à Alexandre Matheron, celui-ci a confirmé en effet qu'il n'était pas d'accord avec cette lecture, mais qu'il était content quand on y ait pensé. Et je crois que je sais pourquoi Matheron était quand même content. Grâce à cette lecture matheronienne, en effet, avec Lee Rice, nous avons appliqué la théorie de la puissance spinoziste au problème de la société contemporaine, au problème du suicide d'abord, à la question de l'identité sexuelle ensuite, aux actions politiques nouvelles comme celle du féminisme. Cette lecture du point de vue de puissance de l'individu a ouvert la porte de l'actualité dans les études spinozistes. Voilà donc une troisième bifurcation de Spinoza. C'est un philosophe qui appartient à l'histoire de la philosophie, certes, mais il appartient aussi à notre présent. C'est cette perspective qui a sans doute plu à Matheron, qui lui-même a fait des études sur Spinoza et les femmes, Spinoza et les sexualités, etc. Alexandre Matheron nous a donc laissé une lecture du point de vue de la puissance individuelle, et les héritiers américains de Matheron ont largement développé cet aspect de son travail. La seconde bifurcation suggérée par l'article de Laurent Bove, à savoir l'impact silencieux des travaux de Matheron sur la pensée contemporaine, a donc aussi porté des fruits aux États-Unis, où la lecture matheronienne a produit deux types divers de lectures. Un Spinoza qui fait partie de l'histoire de la philosophie et un Spinoza qui joue toujours un rôle important pour la compréhension de notre contemporanéité. C'est donc pas obligé, on n'est pas obligé d'adhérer à telle lecture, mais c'est clair ici qu'une urbaine américaine est le résultat d'une grande française. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions et vos commentaires. Bien, je vais jouer. I will play the role of Laurent Bove. I hope I will success in it. Pierre-François, you could perhaps, tu pourrais peut-être nous donner des nouvelles de Alexandre Matheron? Oui. So, Alexandre Matheron has had an AVC. And he has been ill, and how is in the hospital, and you have no more news. Je n'ai pas plus de nouvelles que ça.
Pascal ou Chantal, peut-être, non? Les dernières nouvelles, c'est effectivement que c'était par Laurent Bove, c'est qu'il était à nouveau effectivement hospitalisé. Il a... Je ne sais pas si c'est une nouvelle. D'accord. He has, comment, how you know it, accident vasculaire cérébral. Stroke. Yes, we hope also, nous espérons tous évidemment qu'il ira mieux. We make we have some hope, but it's not very well. Bien. Donc je lis. I read the Matheron's remarks. Vous les avez pas? You don't have them. Oui, moi je les ai. Mais est-ce que les autres les ont? Ah oui, but you can have them on the drive. They are on the drive. Yes, I just make a check. I just check, and they are on it. So if you have a computer or a smartphone, you can have access to them. C'est bon? I can begin? You see? D'accord. Donc je lis le texte de Bove. Je dois dire tout d'abord, donc dit Laurent Bove, le plaisir que j'ai à devoir jouer après cette communication le rôle de répondant. La raison de ce plaisir est double. D'abord, je connais Steven Barbone, d'ailleurs Charles Ramon aussi, enfin, je veux dire, je me permets de le dire. En tant que Charles Ramon, j'enlève mon masque une seconde. Moi aussi, je connais Steve Barbone depuis longtemps. Donc, je connais Steve Barbone depuis son séjour en France, à Fontenay, pendant les années 90, où nous nous rencontrions à l'école Normale Supérieure le mercredi après-midi pour suivre le séminaire de Pierre-François sur le traité théologico-politique. Et c'est donc avec ce souvenir amical que j'ai pris connaissance de sa communication. La seconde raison qui me réjouit, c'est l'objet même du propos, à savoir la réception du travail d'Alexandre Matheron aux États-Unis. Steven Barbone a indiqué combien, malgré le petit nombre de ses traductions, le travail de Matheron avait quand même, et encore aujourd'hui, joué un rôle important dans les études spinozistes états-uniennes. Ce qui est significatif d'ailleurs, malgré l'obstacle de la langue qui a été souligné, de la puissance opératoire de ce commentaire de Spinoza, puisque c'est à partir du travail d'Alexandre Matheron que, comme nous venons de l'entendre, on peut distinguer deux grands courants assez divergents de réception et d'interprétation. Deux courants donc de lecture de Spinoza à partir de l'interprétation qu'en a donnée Matheron. Un courant d'abord que Steven Barbone nomme communautaire et qui, en dernière analyse, relèverait d'une tradition marxiste. C'est, selon Steve Barbone, le courant d'interprétation le plus proche, sans doute, de ce qu'a voulu réellement enseigner Alexandre Matheron. Mais ce courant n'est pas le vôtre, Steve, et c'est aussi, dis-tu, le courant interprétatif le moins intéressant en ce qu'il privilégie la communauté sur l'individu, alors que l'approche que tu développes conçoit bien au contraire la pensée politique de Spinoza comme totalement inscrite dans la tradition philosophique du libéralisme et de l'individualisme, comme tu l'affirmes explicitement avec Lee Rice dans votre article commun intitulé « La naissance d'une nouvelle politique », une étude qui se trouve dans le livre d'hommage de 1996 offert justement à Alexandre Matheron, intitulé « Architecture de la raison ». Cette diamétrale opposition entre les deux lectures de Matheron se trouve dans la question même qui a été posée au cours de ta conférence, sous la forme d'une alternative tranchée. Je cite, dit Bove, ouvrez les guillemets, « Spinoza nous donne-t-il à lire une philosophie de l'individu ou une philosophie de la communauté ? Métaphysiquement et même politiquement, quelle est la priorité des termes, individu ou communauté ?» Fin de citation. Et tu soulignes d'un trait fortement le « ou », individu ou communauté. Là, Bove reprend la parole. Je dois dire que la formulation même de ces questions me pose d'emblée un problème majeur.
Et c'est à partir de cette formulation que je souhaite ouvrir le débat sur la réception, puisque c'est bien la manière singulière dont le commentaire de Matheron a été reçu aux États-Unis qui est l'objet principal de ta communication. Matheron a écrit en effet un ouvrage intitulé « Individu et communauté ». Et c'est immédiatement, dis-tu, sous l'alternative « individu ou communauté » que le commentaire de Matheron a été reçu aux États-Unis. Avec, de plus, l'impératif qui a été également souligné et qui accompagnerait historiquement cette réception, à savoir l'impératif pour les lecteurs américains et ou les commentateurs de Spinoza de devoir choisir un camp. Car le véritable enjeu dans la traversée de l'Atlantique est le passage du « et » de individu et communauté au « ou » individu ou communauté, est devenu un enjeu politique majeur, celui de la plus grande vigilance à avoir face au danger, écris-tu, danger, de l'interprétation marxiste ou hegelienne, ou du moins collectiviste, de la politique spinoziste. Fin de citation. Donc, Bove poursuit, ma première interrogation est donc la suivante. S'il en est ainsi de la réception du spinozisme mathronien, comme tu viens de nous l'expliquer, ne faudrait-il pas alors réfléchir sur le statut particulier de la matrice même de la réception de la thèse de Matheron aux États-Unis? Une matrice qui aurait été déjà toute prête, une matrice idéologique en quelque sorte, indépendante de la philosophie de Spinoza et de celle de Matheron, car elle appartiendrait de fait à la politique et à l'histoire mondiale des luttes idéologiques entre les années 50 et les années 70. Point d'interrogation. Si on considère en effet la lecture de Ted Stoltz, à laquelle tu te réfères brièvement, je dois dire que dans la phrase citée et ici isolée de la dernière page d'Individu et communauté, je ne reconnais guère, c'est-à-dire je ne reconnais pas bien, les démonstrations rigoureuses et précises d'Alexandre Matheron qui l'ont précédé. On semble n'avoir affaire qu'à de grandes catégories métaphysiques, à savoir celles d'un moi et d'un nous qui se feraient face dans des rapports d'instrumentalisation mutuelle de moyens à fins. Des catégories qui communieraient ensuite dans le ciel du troisième genre de connaissances. Mais d'une part, Matheron n'a jamais soutenu la thèse d'une communauté comme fin dont les individus ne seraient que les moyens, et d'autre part, si on reproche à Matheron d'avoir effectivement parlé de communisme des essences dans le troisième genre de connaissances, pourquoi ne pas reprocher aussi à d'autres commentateurs non marxistes cela, comme Sylvain Zach ou Gilles Deleuze, d'avoir de la même façon insisté sur l'importance spinoziste du commun, dans la complication des essences, dans leur égalité ontologique pour Deleuze ou dans leur communion effective pour Zach. Les trois commentateurs, d'ailleurs, se sont bien gardés de penser cette union ou ce qui est essentiellement commun sous le paradigme d'une subsomption de l'individu sous la contrainte du collectif. Ma seconde réflexion, poursuit Bove, découle de la première. Si l'on reconnaît qu'il existe effectivement une matrice de réception idéologique des travaux d'Alexandre Matheron aux États-Unis, nous devons alors nous interroger sur les distorsions effectives que cette matrice fait subir non seulement au concept théorique fondamental de communauté, mais aussi au concept d'individu. D'où, demande Bove, mes deux questions. Quel rapport y a-t-il, premièrement, quel rapport y a-t-il entre le concept de communauté dans l'usage spinoziste de Matheron et le concept tenu pour marxiste de communauté? Un concept de communauté sur lequel je m'interroge aussi quant à ses rapports avec l'État, puisque la communauté spinozienne, dis-tu à juste titre, déborde l'impérium dans le troisième genre de connaissances. Bon. Deuxièmement, là, le lecteur rechigne un peu, enfin, n'est pas d'accord avec, aurait bien aimé faire une objection à Bove, mais c'est trop tard, bon, tant pis, je la ferai plus tard. Donc, deuxièmement, je, dit Bove, souhaiterais également en savoir beaucoup plus
et je pense que nos collègues aussi, sur la réception de la notion matronienne d'individu dans tes propres travaux, des travaux originaux et prospectifs, puisqu'ils font usage de la pensée de Spinoza pour aborder des questions contemporaines de société. Pourrais-tu préciser en effet ce que doivent exactement tes propres notions d'individu et d'individualisme au concept d'individu tel que le conçoit Alexandre Matheron, c'est-à-dire, en citant Matheron, donc, un ensemble de corps qui sont en interaction les uns avec les autres, suivant un certain système de lois différent des autres systèmes. C'est un entretien de Matheron dans la revue Multitude, bien nommé, en novembre 2000. J'ai noté, continue Bove, bien sûr, ta référence récurrente au concept de puissance d'agir individuelle. Une puissance qui fait face à une communauté, dis-tu, qui doit être à son service, donc encore dans un rapport moyen-fin, mais maintenant inversé par rapport au courant d'interprétation dit communautaire. Mais nous savons que la notion même de puissance d'agir existe aussi dans l'essai philosophique concernant l'entendement humain de Locke, donc indépendamment de la praxis communis qui caractérise l'individu spinoziste, qui est un individu d'individu. En quel sens a-t-il été donc plus important, plus opératoire et finalement plus émancipateur pour toi de mettre en œuvre pour tes études sur le suicide, sur l'identité sexuelle ou sur la lutte des femmes, le concept de puissance d'agir de Spinoza ou de Matheron plutôt que le concept de Locke, qui est pourtant une référence majeure du courant libéral. On aimerait donc que tu parles, cher Steve, plus précisément de tes travaux spinozistes sur les questions contemporaines en regard, pour ces travaux, de l'apport mathronien. C'est la conclusion maintenant. Troisième et dernière interrogation plus générale et qui se veut paradoxale, entre guillemets. Ce qui fait la force de la philosophie de Spinoza, aussi bien que du commentaire d'Alexandre Matheron, n'est-ce pas justement de nous fournir les outils théoriques pour pouvoir nous libérer, en les contestant, des catégories idéologiques aussi bien passées que présentes et toujours à venir, qu'enveloppent les deux notions massives d'individu et de communauté, et de leur mise en rapport instrumental moyen-fin. Deux notions dont fait usage effectivement aussi bien le courant marxiste que le courant libéral dans leur confrontation, mais que l'éthique de Spinoza, du moins pour la notion d'individu, nous aide à faire passer de l'usage ordinaire et polémique des mots au plan théorique de la construction des concepts. Donc je te remercie pour ta communication qui nous permet tous de débattre de ces questions. Merci. Bien, je n'en dis pas plus. I didn't think that we would reach the point where there would be plenty of time for discussion, but I think we have something like 20 minutes, which is very good. So I hope lots of hands will be echoed. Thank you. Thank you, Steve, for those remarks. A very interesting paper. I want to ask you a question about your concept of an individual. You prefer to focus on the individual rather than on the state, seen as an individual as such. And for you, the state would be like a being of reason, you said in your paper. Do you think that any so-called complex individuals would be mere beings of reason? So are you just like commenting about the state as purportedly an individual, and that's a mere being of reason? Would you also say the same about other complex so-called individuals, that they're mere beings of reason? And then what are the fundamental individuals then? I mean, how small does it get? That's a lot of question. I'm sorry. I think we have to look back at the Proposition 13 in Part 2 of the Ethics, where Spinoza does define an individual. He defines it as even the simplest body that maintains a certain pattern of motion and rest. It can build upon itself by adding other bodies like it, replacing other bodies like those,
as long as they maintain a certain pattern of motion and rest among themselves. This is due to forces within the so-called individual or to forces without it, I mean outside of it, exterior to it. As long as all these things maintain a certain pattern of motion and rest, as long as we can say these things maintain a single conatus. So there are certainly complex bodies that would count as an individual, you, for example. Thank you. But I would not say that the complex body of you and Hosanna sitting there form an individual. There's not that pattern of motion and rest. And likewise, in any state, there's not a pattern of motion and rest. The state may have a certain kind of power, but it's not the kind of power Spinoza talks about when he speaks of how individuals have power. Spinoza uses the word potentia when he speaks of individuals. The state has potestas. The state can't make me do anything. A bunch of people can, but the state cannot. So the state doesn't have the potentia, it doesn't have that kind of conatus that an individual could have. Do you think that individuality comes in degrees? Because the state has a certain kind of power, potestas perhaps, but there's a causal capacity there, and you might think that individuality goes along with causal power, and might there be some degree of individuality of the state, just as there's some degree of causal power that the state has? I am thinking right now of Leo Tolstoy, which might not make any sense. In War and Peace, he wonders why all those men seem to follow Napoleon. And he reasons that it wasn't that they happened to be following Napoleon. Napoleon just happened to be in front. So it isn't the case that I would say that the state has any kind of power, that individuality doesn't come in degrees. You are or you're not. You either have power to act or to exert your own forces, or you don't. Yes, please. D'abord, merci Steven pour cette présentation du travail de Matheron, parce que il me semble que justement dans le paysage de la recherche, les travaux d'Alexandre Matheron ont été fondateurs précisément aussi parce qu'il est un des rares commentateurs qui articule toute l'œuvre de Spinoza en pensant à la fois les relations entre métaphysique, éthique, politique et théologie, sans se spécialiser dans un seul domaine, c'est-à-dire dire, bon, je considère la partie 1 de l'éthique, et puis c'est tout, ou bien je considère la question de la politique. Donc il a pensé une articulation. Et ce qui me frappe justement dans ta démarche, c'est que dans tes travaux, toi aussi, tu articules les problématiques, celle de l'individu telle qu'elle est pensée d'un point de vue métaphysique ou même, on pourrait dire physique, dans ce qu'on appelle la petite physique de la partie 2 de l'éthique, avec des problématiques politiques et des problématiques même plus contemporaines, c'est-à-dire donc la question sexuelle. Et donc tu utilises finalement l'héritage mathronien en le transformant précisément dans ta manière de procéder, et notamment sur la question des individus. Donc, il me semble que du point de vue méthodologique, tu es mathronien. Évidemment, après, du point de vue spéculatif ou philosophique, tu te sépares de Matheron. Alors, sur la question de l'individu, je voulais peut-être poser une question qui a trait au fait que je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'état individu chez Spinoza dans le traité politique, puisque le concept ne figure pas. Jamais Spinoza ne dit que l'État est un individu dans le traité politique. On peut regarder toutes les occurrences, il n'y en a aucune. Bon. Donc en ce sens-là, on ne peut pas assimiler l'État à un individu. Mais est-ce que ça signifie pour autant que l'État est une abstraction? Alors ce qui me frappe dans le traité politique,
c'est que Spinoza dit que l'État a un corps et un quasi-esprit. Donc il le reconnaît un corps, sans reste. Donc est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas une position intermédiaire entre le fait de dire que c'est une abstraction, le fait de dire que c'est un individu, mais cette position intermédiaire, c'est de dire qu'il y a un corps constitué par l'ensemble des individus et des hommes, et un quasi-esprit parce que la multitude est unifiée par des affects, mais cette unité n'est pas une unité de structure, il peut y avoir division, discussion, donc c'est un quasi-esprit incarné par les lois, mais pas un véritable esprit. Non, je crois que nous sommes d'accord. Spinoza dit souvent que l'État a un corps, mais velouté en esprit, c'est-à-dire comme si l'État avait un esprit, comme si l'État était un corps. Et donc, c'est vrai que l'État peut agir comme il était un corps, comme il avait un esprit, mais comme il était, n'est pas la même chose qu'il est. Et donc la multitude, oui, il peut agir comme avec, s'il avait un esprit, mais ma lecture à moi, la multitude, il s'agit de beaucoup de gens qui agissent eux-mêmes. Et that's all. Yeah, thanks. Thanks, Steve. I appreciate the paper too. I have two related questions. One is, well, I guess it's not so much a question as a challenge. I want to push back on the description you gave of what Althusser said about, oh, well, you know, Matheron already said it all, so I don't have to do a course on Spinoza now. I think that might be a little bit of a red herring. I think that's an example of some kind of politesse in French academia that maybe Americans don't have so much. Because there are some real strong differences between the Althusserian engagement with Spinoza in the 60s and the Matheronnian one. And in fact, you can sort of read this conflict. You know, Althusser is more concerned with the epistemology, he's more of a rationalist about these things, and Matheron runs with this more almost kind of quasi-vitalist reading and spiritualist reading, invoking the Sephirotic tree and all this stuff. And I think that there was a real distance there. So I rather than sort of treat a kind of unified French Marxist Spinozism, it seems to me this is a real example of, you know, strong divergences within that category. So I just invite your reflections on that. And the other is a conjecture that I've been asked before about why Matheron was never translated. Like, what's my reason for why there's not the uptake for him in Anglophone French Spinozism, like the other thinkers, like Deleuze or like Althusser. And I think that part of it is that once Tony Negri gets a readership, there's this idea that a lot of what he's saying in The Savage Anomaly and these kinds of books about, you know, the different kinds of power all seems very similar to Matheron. And so he kind of like fills that space. Now, I think that Matheron is much more persuasive and interesting than Negri on a lot of these questions. But does that seem plausible to you? That it's kind of like you can imagine an American academic publisher getting this proposal to translate this like 600-page book and be like, well, we already have this Negri guy saying similar things, so why would we do that? So it's just an invitation to, if you have any other ideas about why he hasn't found that readership. It's only a guess why Matheron has not been translated into English. A good guess is his book is gigantic. And that scares people off. I think that especially scares publishers who are looking at profit more than anything else. We also have already, as you mentioned, translated Negri, a little bit of Balibar, and as you mentioned also, I think people think, oh, well, that's what it's all about. So what is another French guy going to say about Spinoza that we haven't already heard from these others? Could I just interject for a moment? We have a Negri expert here. I wonder if she'd like to comment on the proposition that Matheron is a great deal more persuasive than Negri. You don't want to? Okay, well, perhaps she will in private conversation. Further questions on this?
Yes, please. Hi, thanks, Steve. So I guess I'm wondering why you don't avail yourself of the language of singular things. Because, so like on the definition of singular things in part 2, Spinoza talks about, many individuals can concur in the same action so as to produce a single effect. And in that case, and he also speaks of modes as singular things that are whose existence and action are caused by their relationships to other modes, et cetera, et cetera. And it seems to me that maybe we could talk about collective bodies as singular things without getting like stuck in the kind of imaginary horizon of individuals where you're imagining something like substantial individuals that preserve their identity over time and that appear, physically coherent, et cetera, et cetera. I don't know, I'm wondering if that language would be available to you or whether you think that there's a strong difference between singular things and individuals. I think we could find useful what Spinoza says about things. He often will say when two things act together to perform one effect, we have twice as much force, twice as much power. At the same time, if you go through the ethics, the political treatises, and look for how he uses the word individual, it's almost always in a very careful, precise way. I think that we could speak of collective bodies, groups of things that do work for one force or for one aim, and so we could speak of a nation or a colloquium in this term. It's a group of things, but still a group of things doesn't have to be an individual any more than a group of sand, a pile of sand might be an individual. There's nothing sustaining that group of things, except for maybe an end. And I'm not so, though I know others here would disagree with me, and I'm really afraid to say this, but I'm feeling a little playful. I'm not so sure that there's a lot of teleology in Spinoza that we could say that because there's an end cause that makes this group of things one individual. Well, the language in that definition is that they have a single effect, which is different from an end, I think. So I think you also don't get caught up in that problem with the use of singular things, but it's not continuous, but just that happens to produce an effect that happens to concur in the production of an effect. Yeah. Yes, Scott. Can you wait for the microphone? Yes, especially as you have a gentle voice, if I may say so. C'est bien pour l'enregistrement aussi, pour the recording. It's necessary. Oh, yes. Sure. Good. So I completely agree with your rejection of teleology, Hold the but mic closer for the recording. okay, I completely agree with the issue of rejection of teleology, but I think that there could be, it seems to me, a reasonable argument for having groups as different degrees of group of individuals and singular things, because the unity that you need is not supposed to be long in any terms. So we take, for example, normally we think that things, in order for things to be considered to be the same individual, they should function as the same unit for, 25 years or something like that. But every choice of that sort is completely human-centered, right? It's completely based on the scale of human beings. And if you're doing metaphysics, which is not supposed to be based on the human point of view, then any kind of scale of time is just as good. So collaboration for a tiny friction of a millisecond is just as good as any a scale of time which is geological. So if you have a small group of people collaborating for one tiny second, for that tiny second, they could be a singular thing or an individual. It doesn't need to be, you don't
have any, as far as I can see, I mean, if you're not adopting the humanist point of view, the human-centered point of view, there is no reason to prefer any kind of more rigid preference for what we are usually accustomed to as what counts as an individual. I hope I'm not very guilty of adopting a human-centered point of view, for I would think a small nanoparticle maybe that exists for some uncountable small amount of time could be an individual just as much as a tectonic plate or the planet Earth might be an individual. So I will agree that we don't have to just think about things in terms of human terms. I'm not so sure that I will yet agree, and I think that this is wonderful that we have occasions like this where people can talk so that people can perhaps learn to change their mind or say, oh yeah, I never thought of this. That things that still work together, we might still count as things working together to perform a single effect. But I don't know that we have to count them just as an individual because they happen to be doing the same thing, going to the same place, working to achieve the same goal. I look for what is the conatus, or whether there is conatus. And is it a conatus of the whole, whatever it is, thing, group, individual that we're looking at? And maybe this is my personal blindness, I have a hard time seeing the conatus of a group or a state or an organization. Steve, I would wait for the mic and speak loudly. I was just going to suggest that seems to be exactly the way to respond to Yitzhak, that Spinoza was sensitive to the difficulties of individuation on purely Cartesian grounds, even when we take into account ratio of motion and rest. And the introduction of conatus allowed him to say that you could have two things that are contiguous and even moving together for an extended period of time, but would still remain two individuals by virtue of the fact that you still have two conati at work there. No, I think I disagree with that. But that exactly particularly with the question of whether or not a state can be an individual. If you're thinking in terms of a unit that has not merely a consistent and persisting ratio of motion and rest, but one which has a conatus which resists being dissipated, which persists in its existence, it does seem to me that that is one of the characteristics of a state, that it does resist. It doesn't always succeed in resisting, but that a state is a kind of organization that will resist, that will strive to persist in its existence. Before you and answer, doesn't that constitute that then, by your own criterion, doesn't that mean that a state could be regarded as an individual in the precise sense of the definition and following Proposition 13 and Ethics 3, Proposition 6. One moment. Yitzhak also disagrees, so perhaps he could express his disagreement and then you could answer the two, or do you prefer really to answer this first? The both. I simply did agree with Steve also. I don't see the text where that will support the claim that what constitutes an individual is having a conatus. I think it's somehow reading Leibniz into Spinoza, and Spinoza is basically saying just all things strive to persevere in their being. I don't see that this conatus is in any way restricted to individuals. I mean,
anything that is not an individual should have just as much striving. What is a thing? Erase everything that is real. Okay, no, but what is a race? I can. Not an individual in that context. So a race, well, first of all, I think that what is not a race is probably anti-rationis, okay? But that could be debated, of course. But, you know, assuming that there are non-individuals, right, or things, so, you know, the question is where we have any kind of textual support for the claims that what unifies an individual is just having a conatus. And I don't see that. Or the singular thing. It does say it for singular thing. No, it is saying about having the same effect. The text, I think it's Proposition 7 of Part 3, immediately after announcing the conatus in Proposition 6, where he identifies that with a nature, with having a nature. And it does seem to me having a nature is exactly going back to the definition of an individual following 13 is exactly what it is that characterizes an individual having a particular ratio of motion. I think we should now let Stephen respond. Is that okay? And I think after his response we should close because it's now 10 to. Is that a good strategy? We have, yeah. So then I'm going to invite Steve to have the last word, and then we will close. All right. I read individuals as, from the definition in Proposition 13, as those things that maintain that certain special pattern of motion and rest, whatever that is. Spinoza never really tells us whatever it is, just that there is a certain pattern of motion and rest. I imagine that pattern of motion and rest is a very different pattern of motion and rest between what an amoeba might have and what I might have. Both of us, though, would count as individuals, I think, as long as we are striving to maintain that. I am very unsure about the claim that things like groups or states try to maintain this pattern of motion and rest. I am unsure because then I would think we would have to accept that the so-called individual that is composed of my liver, the Statue of Liberty, and my breakfast would have to be an individual, because somehow that group of three things, there is a mathematical equation that describes it. I don't know what that equation is. I don't know what is the pattern of motion and rest that describes those three things, but there certainly is one. Very bizarre one, but there certainly is one. It certainly, if it doesn't produce an effect, I might say, yeah, you have me there. But I said earlier that I don't believe the state produces an effect. The individuals in the state produce an effect. The United States cannot force me to do something. Its representatives can, but not the United States. Good. I think we should draw